Bonjour et bienvenue dans le mouvement Les Podcasts, produit par Solidarité de filles handicapées Sophia en sigle. Je m'appelle Bijou Machosi Mouloko, podcasteuse féministe. Et je suis très heureuse de se retrouver une fois de plus dans cet épisode, notre deuxième épisode, Féminisme et handicap, expérience invisibilisée en contexte des conflits. Aujourd'hui, nous abordons un sujet souvent oublié, les expériences de filles et femmes vivant dans les zones des conflits en République démocratique du Congo. À travers les témoignages de nos invités, nous allons découvrir les défis, leur parcours de résilience et leurs propositions pour construire une société plus inclusive. Je demanderai à nos invités de se présenter. Bonjour à tous, je suis Madame Rosalie Kitungano-Joly, défenseuse des droits des personnes vivant avec handicap. Moi, c'est Madame Eto Biambe-Micheline. Je suis humanitaire. Nous travaillons avec les personnes vivant avec handicap. Merci. Moi, c'est Kialonda Guamutenda de Baba. Je suis le représentant des personnes vivant avec handicap. Merci beaucoup pour cette présentation éclairée. Je vais commencer par Monsieur De Baba. Vous êtes représentant d'un mouvement de personnes handicapées. Monsieur De Baba, pouvez-vous nous parler de votre parcours et d'expérience en tant qu'une personne vivant avec un handicap dans un contexte de conflit? Oui. En ce qui concerne mon parcours et mes expériences en tant qu'un représentant des personnes en situation de handicap dans des zones en conflit, en tout cas, nous avons des problèmes multiples qui s'effectuent au sein de notre catégorie et notamment si on est en conflit, c'est presque tout le monde, toutes les catégories semblent vraiment oublier les personnes en situation de handicap. S'il s'agit de difficultés, s'il s'agit de multiples problèmes, on ne parvient pas vraiment à assister les personnes en situation de handicap, mais plutôt on se penche aux autres catégories de personnes, notamment les déplacés, internes, réfugiés, mais en ce qui concerne notre catégorie, c'est souvent oublié. D'accord, vous avez parlé des problèmes et quels sont maintenant les principaux défis que vous rencontrez au quotidien en raison des conflits et de votre handicap? Bon, les principaux défis majeurs que nous rencontrons souvent, c'est lorsque on est en train d'identifier les personnes vulnérables dans une entité. Et souvent, on ne pense pas à la catégorie des personnes en situation de handicap. Et vous connaissez vous-même, madame, que la personne en situation de handicap n'a pas le travail et nous n'avons pas même accès à d'autres opportunités pouvant nous aider pour que nous puissions survivre. Voilà en termes de difficultés que je voulais vous dire. D'accord, laisse-moi de faire un coup de cap, Madame Rosalie. Madame Rosalie, vous êtes une défenseuse des droits des personnes vivant avec handicap. Maintenant, comment les conflits affectent particulièrement les filles et les femmes vivant avec handicap? Merci beaucoup, Madame Bijou. Ici, nous avons énuméré 4 problèmes à soulever. Notamment, il y a l'accessibilité. Nous avons les violences. Nous avons les services coupés et la stigmatisation doublée. Là, je m'explique. D'accord. Du cas de l'accessibilité, en cas de leur déplacement, les personnes vivantes avec handicap, bien sûr, elles peuvent pas fuir vite. Ça, c'est d'abord. Elles n'ont pas de rampes. Des rampes, c'est là où vous voyez, par exemple, à la maternité, il y a des endroits où il y a des escaliers et il y a des endroits où il y a une pente où elles peuvent facilement rouler avec leur chaise roulante et aller. Et non pas cela. Du cas des violences, elles ont 3 fois plus exposées au VBG. Services coupés. En guerre, le centre de rééducation, soins, prothèses fermes, santé sexuelle ignorée. Ici, nous parlons aussi pour terminer,
la stigmatisation a double rôle. Ici, nous voyons d'abord le cas de l'handicap. Nous voyons aussi le cas de la femme. Une femme handicapée, on pense qu'elle ne peut rien faire, ni étudier, ni se marier, ni travailler. Merci beaucoup. Merci, je ne pas encore terminer avec vous. Selon vous, pourquoi les expériences restaient-elles souvent invisibles dans les politiques, les programmes et les interventions humanitaires? Merci beaucoup pour cette deuxième question. Ici aussi, nous allons soulever 4 sous-points comme réponse. Ici, nous voyons des données manquantes. Nous voyons, elles sont pas à la table. Nous voyons aussi stéréotypes. Nous voyons aussi les barrières physiques. Je m'en vais m'expliquer aussi sur ces 4 aspects. Les données manquantes. Nous voyons les ONG qui ne donnent pas, qui n'ont pas de données sur le sexe et l'handicap. Donc, on ne les compte pas. Elles sont pas à la table. Les réunions de planification humanitaire n'invitent pas des organisations des personnes vivant avec handicap. Ici, stéréotype, on part du principe que le handicap égale problème médical, pas un problème de droit. Et barrières physiques, les distributions, les points d'écoute ne sont pas accessibles, donc elles ne viennent pas et on dit elles ne sont pas là. Merci beaucoup. D'accord, d'accord. Et quels sont maintenant des plaidoyers ou des initiatives menez-vous pour promouvoir leurs droits et leur inclusion? Ici, nous allons commencer par les sensibilisations, des campagnes dans des écoles, églises. Nous allons renforcer, former des groupes de femmes handicapées. Nous allons faire des plaidoyers, aller voir les autorités locales pour leur demander des latrines accessibles, des kits de dignité adaptés aux personnes vivantes avec handicap. Et nous allons aussi témoigner, mettre en avant des modèles des femmes handicapées qui sont entrepreneurs, qui sont leaders. Merci beaucoup. Laisse-moi de faire un coup de cap à Madame Micheline Biaombe. Madame Micheline Biaombe, pouvez-vous nous présenter votre organisation et les actions que vous menez en faveur des personnes vivant avec handicap dans les zones affectées par les conflits? Ok, merci beaucoup, madame. Nous travaillons chez ActionAid International. Pas ActionAid seulement, nous travaillons dans plusieurs organisations internationales ainsi que nationales. Maintenant, les actions que nous, en tant qu'humanitaires, les actions que nous menons en faveur de PVH, vous voyez que c'est une couche qui est vraiment marginalisée, comme l'avait dit madame Rosalie dans sa présentation. Vraiment, elles ne sont pas considérées. Vu qu'elles ne sont pas considérées, les actions que nous les humanitaires, nous avons maintenant à mener pour que le PVH se sente aussi mieux, se sente considéré comme d'autres personnes. Nous avons donc introduit l'inclusion sociale. Pour ne pas dire que non, il faut que les handicaps ne peuvent pas étudier ici. Les handicaps ne peuvent pas étudier ici. C'est pour cela vous trouverez à Uvira, il y a l'école qu'on appelle Erikwetu, l'école Erikwetu, où il y a les aveugles qui étudient, où il y a même les handicaps qui étudient, il y a même les écoles pour les sourds-muets qui est là. Deuxièmement, prenons pour les cas de distribution des kits, comme l'avait dit madame Rosalie. Bien sûr, auparavant, ils étaient vraiment oubliés parce qu'ils n'étaient pas considérés. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour permettre qu'il y ait l'inclusion sociale, pour montrer aux gens qu'il ne faut pas les discriminer. Ce sont aussi les personnes comme tant d'autres personnes. En faisant l'identification de personnes ou bien de personnes marginalisées, même chez les réfugiés, même chez les déplacés internes, même chez les autochtones, on prend une couche de PVH. C'est pour cela, il y a la rubrique, le rubrique même des déplacés, rubrique même de personnes vivant avec handicap, rubrique même des autochtones les plus vulnérabilisés. Donc,
on le considère aussi. Prenons pour aussi le cas des écoles. Auparavant, il y avait les étages. Prenons, il y a des personnes handicap physique, hein, les gens qui n'ont même pas de pieds. Oui. Comment une personne qui est sur une chaise roulante peut accéder à l'éducation en étage? Vous trouverez, si par exemple, il y avait 4 escaliers, 5 escaliers, on commence même à dire aux personnes qui vont réhabiliter donc les écoles, aux personnes qui vont construire les écoles, d'adapter ça parce qu'il y a aussi des personnes qui vivent avec handicap. Si c'était 5 escaliers, on peut même mettre 2 ou 1. C'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça. On leur considère. Ce sont les actions que nous menons, même l'autonomisation, parce qu'ils peuvent avoir besoin de quelque chose pour l'autonomisation. Il y a de ces personnes-là à la frontière. Il est handicap, mais il est responsable de la famille. Je veux pas pour dire qu'il est handicap, il ne peut pas aussi vendre les choses au Burundi. Non, il vend. Qu'est-ce que nous on fait maintenant? À travers... Pardon d'abord, madame. Oui, merci. Micheline, et avant de continuer, je vais vouloir savoir quels sont maintenant les besoins les plus urgents. Ouais. D'accord. Des filles et des femmes vivant avec handicap. Merci beaucoup, madame. Il y a tant de besoins, tant qu'on est humain, Oui. tant qu'on est en vie, que ça soit chez les handicaps, que ça soit chez les déplacés internes ou réfugiés, il y a tant de besoins. Premièrement, le besoin de la sécurité. Durant le période du conflit comme ça, comme l'avait signalé madame Rosalie dans sa présentation, les handicaps ne peuvent même pas courir comme les autres qui ont les 2 jambes. Ils ont besoin de la protection. C'est pour cela, on sensibilise les gens de les considérer. Pour ne pas dire, vraiment, il n'a pas de jambes. Veuillez me permettre de parler en Swahili. Huyu ni kilema, ana miguu mbili, utanifanya nini weye? Hein? Donc, il utilise le pouvoir sur la personne parce qu'il n'a pas les mots à dire, parce qu'il est handicap. On les sensibilise, de les considérer. Il a besoin aussi de la protection comme tant d'autres. Un piga qui passe, ou bien piga qui passe parce qu'il n'a pas la force de se tenir avec des jambes, il n'a pas la force de, je ne sais pas quoi dire, on les sensibilise, de les considérer, de les donner aussi du travail. Les soins médicaux, même, il y a de ces personnes-là, madame, qui n'ont même pas la force d'escalader les montagnes pour aller cultiver les champs. Hein? Il y a même les gens qui n'ont pas même des torteuses, qui n'ont pas même des béquilles. Il y a de ces personnes-là qui marchent comme ça. Donc, beaucoup de besoins, beaucoup vraiment de quoi là. Besoin médical, c'est un peu ça, sur le médical. À Ouvira, il y a les centres Béthanie qui est là, qui fait la réadaptation physique pour les gens qui ont un peu de problèmes. À Bukavu, il y a aussi le centre Recrutou qui est là. Mais ici, chez nous, à Baraka, il n'y en a pas. C'est qu'on est en train de faire du plaidoyer pour que les gens aussi aient l'accès aux soins médicaux. C'est un peu ça, beaucoup de besoins, leur prise en charge psychosociale. D'accord. Laisse-moi de faire un coup de cap à monsieur Debaba, qui est l'un des représentants des mouvements des personnes vivant avec handicapés. Monsieur Debaba, avez-vous des sentiments que les filles et les femmes vivant avec handicap sont suffisamment prises en compte, prises en compte dans les réponses humanitaires et les actions de protection? Oui. En ce qui concerne les actions menées par les humanitaires, et souvent on est pris en charge, mais pas suffisamment, puisque vous savez, les personnes en situation de handicap, Ouais. et au sein de la ville de Barak, nous sommes nombreux. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Si une organisation veut donner, par exemple, des vivres, de la nourriture aux personnes en situation de handicap, il arrive et il fait une identification préalable. Après tout, il y a une liste de certaines personnes en situation de handicap et ils bénéficient à ces vivres-là. Mais les autres continuent toujours à se lamenter et ils ont toujours besoin
de pouvoir accéder à cette assistance-là, de vivre. Oui. Oui, oui. Et à ce qui concerne les problèmes de la protection, oui, la protection, c'est une affaire de tous. Et pendant cette période de conflit, une personne en situation de handicap a toujours besoin d'une protection, puisque le fait là de parcourir de longues distances, par exemple les moyens aussi pour y accéder, ce n'est pas aussi facile. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. D'accord, laisse-moi encore de retourner à Madame Micheline. Madame Micheline, je suis toujours avec vous ici. Oui. Quel changement souhaiterez-vous voir en fait de construire une société plus inclusive pour les filles et les femmes vivant avec handicap? Oui, merci beaucoup. Il faut premièrement qu'il y ait l'inclusion sociale. Si les filles ont l'accès, si les filles et femmes handicap ont l'accès, par exemple, pour les filles, ont l'accès à l'éducation, elles seront de filles soleil. Elles vont briller comme moi là. J'ai 45 ans, mais je ressemble à une fillette de 25 ans, c'est que moi je le dis. Deuxièmement, il faut qu'il y ait l'autonomisation auprès de femmes vivant avec handicap. Et peut vendre des beignets, et peut aussi donc aider d'autres personnes en situation difficile. Troisièmement, il faut qu'il y ait l'accès à une éducation pour tous. Qu'il n'y ait pas d'éducation pour les personnes normales, qu'il n'y ait pas d'éducation pour les personnes vivant avec handicap, qu'il y ait la considération pour tous et qu'il y ait aussi l'autonomisation de ces femmes-là, la protection, c'est que moi je peux dire merci. Merci beaucoup. Laisse-moi de faire un coup de cap à Madame Rosalie. Madame Rosalie, quelles recommandations adressez-vous aux autorités, aux partenaires et aux personnes vivant avec handicap? Nous demandons d'abord aux autorités, partenaires et organisations, de rien sur nous sans nous. Pour dire, financer et impliquer directement les organisations des femmes vivant avec handicap. Deuxièmement, accessibilité partout. Pour dire, écoles, hôpitaux, distribution, info, rampe, langue des signes et kit adapté. Troisièmement, protection et données. Pour dire, créer des mécanismes de signalement pour les VBG et collecter des données désagrégées. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Devaba, vous êtes parmi les responsables des mouvements des personnes vivant avec handicap. D'accord. Quel message souhaitez-vous adresser aux filles et femmes vivant avec handicap et aux auditeurs et auditrices? Oui, le tout premier message que je vais adresser à mes amis, c'est que ils doivent comprendre que être en situation de handicap, ou soit être une personne handicapée, n'est pas donc une malédiction dans la vie. Plutôt, c'est une circonstance qui arrive dans la vie et on se retrouve en situation de handicap. Ça, c'est un. Deuxièmement, ce n'est pas à dire qu'on est en situation de handicap, c'est par là qu'on va se laisser sans pour autant faire d'autres activités. Par exemple, le fait d'aller à l'école. L'école est là pour tout le monde. Et on n'exclut pas personne. Bien sûr, avec les comportements de certains enseignants ou soit certains chefs d'établissement, ils ont tendance d'exclure les personnes en situation de handicap dans certaines écoles, en disant que non, dans notre école, si vous avez une déficience, vous ne pouvez pas étudier ici. Puisque nous avons déjà vécu ces pareils cas au sein de notre ville de Barak. Et très malheureusement, nous avons informé les autorités en charge de l'éducation.
ils ont conseillé les chefs d'établissement là. Et je pense qu'on a déjà fini avec ces cas-là. Ce que je voulais aussi conseiller à mes amis, nous devons toujours se réunir à tout moment. Puisque en se réunissant, c'est par là qu'on aura à réunir aussi nos différents problèmes. Ah ouais. Et à travers les différents problèmes, nous pouvons maintenant les acheminer auprès de nos partenaires humanitaires pour qu'ils puissent maintenant regarder dans leurs projets, dans leur budget, s'ils peuvent quand même nous appuyer pour que nous aussi nous puissions être autonomes à un certain jour. Voilà le message que je peux dire. Et ça, c'est pour nous, les personnes en situation de handicap. Maintenant, un message pour les autorités locales, ou soit les Et autorités. aux auditeurs aussi. Et aux auditeurs. Il y a un certain comportement qui se manifeste souvent dans des quartiers. Et une fois vous circulez, bon, c'est comme si être en situation de handicap, c'est un élément vraiment d'exclusion selon ce qu'on pense dans des quartiers. Mais c'est ce qui est faux. Si vous regardez très bien, nous connaissons, il y a certaines personnes en situation de handicap dans notre pays qui gèrent certains ministères. Et c'est parce qu'ils ont étudié, leur famille les ont accompagnés pour qu'ils puissent étudier et aujourd'hui ils sont des grandes personnalités au sein de notre pays. Exactement. Voilà pourquoi je demanderai à nos auditeurs d'avoir quand même un amour envers une personne en situation de handicap. Il ne faut pas discriminer en disant que non, vous ne pouvez rien faire. Non. Ça, ce n'est pas vraiment bon. Voilà ce que je voulais juste dire. Merci. Merci, monsieur Debaba. Merci aussi à nos invités pour leur témoignage et leur engagement. Merci également à vous, chers auditeurs et auditrices de notre chaîne. À très bientôt pour un nouvel épisode des Voix de nos mouvements. Au revoir. Merci. Merci aussi.